Eh bien voilà, on est en direct. Donc bonjour à tous. Bienvenue dans ce magnifique hôpital avec l'équipe du docteur Cortès, qui est bien évidemment, comme vous le savez, chef de pôle chirurgien digestif et viscéral, grand spécialiste de la chirurgie de l'obésité. On a décidé aujourd'hui de faire une émission qu'on a appelée l'obésité sans tabou, parce que vous êtes très nombreux à vous poser beaucoup de questions. Alors beaucoup de questions avant l'intervention, beaucoup de questions juste après l'intervention et beaucoup de questions parfois bien longtemps après l'intervention pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc avant de rentrer dans ce jeu des questions-réponses, ce que je vais vous proposer, c'est de refaire un petit tour rapide des fondamentaux de ce qu'est la chirurgie de l'obésité, comment choisit-on une intervention, pourquoi se fait-on opérer, à quel moment est-on éligible à une chirurgie de l'obésité, et après on va rentrer dans le vif du sujet. Docteur, bonjour. Première question, quand est-ce qu'on peut prétendre ou pourquoi on prétend à une chirurgie de l'obésité? Oula, alors il y a deux choses. Souvent d'un point de vue humain personnel, vous le savez mieux que moi, c'est un long cheminement depuis des années et des années de réflexion. Et puis après, ce cheminement de vie, il doit être cadré par une législation et des règles. Hein, c'est l'association des deux. Les règles, elles sont assez simples. Il faut avoir un poids suffisant pour pouvoir être éligible. Ce poids suffisant, c'est un calcul que vous connaissez tous, qu'on appelle l'indice de masse corporelle. C'est un ratio entre le poids en kilos sur la taille au carré, ça donne un nombre. Mais ce nombre en lui seul, il ne signifie pas grand-chose. C'est-à-dire que quand on est au-delà de 40, sans complications associées à l'obésité, on peut éventuellement prétendre à une intervention. Et si ce nombre est au-delà de 35 et associé à des complications liées à l'obésité, on peut également y prétendre. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément opéré. Et ensuite, pour être éligible, il faut avoir fait un bilan, une prise en charge préopératoire à l'intervention, qui nécessite tout un lot de bilans multidisciplinaires passant par les pneumologues, les cardiologues, la prise en charge nutritionnelle, psychologique, j'en oublie beaucoup. Et tout ce bilan-là, qui doit durer à peu près on dit classiquement une bonne année, permet ensuite, en fonction des résultats qu'il apporte, de savoir si on est éligible ou pas à une chirurgie de l'obésité, dont l'objectif n'est pas seulement une perte de poids, mais d'arriver à une perte de poids et de traiter les complications, surtout les complications liées à l'obésité. D'ailleurs, vous dites souvent, je ne fais pas une chirurgie de l'obésité pour faire une opération top modèle. Donc, on sait très bien que cet acte va être un coup de pouce clé dans votre perte de poids. Mais lorsqu'on respecte ces engagements, lorsqu'on respecte les protocoles, a priori, qu'est-ce qui se passe par rapport aux comorbidités, par rapport au diabète, est-ce que ça améliore tout ça concrètement? Est-ce que ça enlève le diabète? Alors ici, on a une phrase qu'on dit souvent, c'est qu'on ne vous opère pas pour vous rendre jeune et joli. Ça, c'est pas ici qu'on fait ça. Non, vous le savez tous, de toute façon, c'est jamais agréable à réentendre, mais l'obésité, ça tue. L'obésité réduit l'espérance de vie et l'obésité est responsable de l'apparition de complications telles que le diabète, qui tue lentement mais sûrement sur le long terme, le syndrome d'apnée du sommeil avec des pauses respiratoires nocturnes qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. Ça vous engendre aussi des troubles de la fertilité, des dépressions nerveuses, des sous-estimes de soi, des problèmes de fécondité, et on en oublie toujours. Et si on vous opère, l'objectif principal, c'est de vous redonner une espérance de vie identique à la population normale en traitant ces complications. Alors, on ne vous dit jamais que si on vous opère, on va les guérir dans 100% des cas, d'accord? Mais le chiffre se situe entre 75 et 85% de ces complications sont traitées par la perte de poids, d'accord? Parmi les questions que vous vous posez souvent, et que j'ai pu lire à moult reprises dans les groupes fermés Facebook notamment, c'est comment on choisit une sleeve pour un patient plutôt qu'un bypass, et est-ce qu'il y a une opération qui marche mieux qu'une autre? Ça revient très 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 souvent. Alors c'est parti pour le monologue. Vous savez qu'il y a plusieurs interventions qui existent pour lutter contre l'obésité d'un point de vue chirurgical.
il y a l'anneau, mais ça vous le connaissez tous, hein. On prend un anneau en plastique, on le met à la partie supérieure de l'estomac. Ce que je dis souvent, c'est on serre le kiki des gens, ça ne peut plus passer, on n'arrive pas à manger, ça bloque, on est censé maigrir. L'anneau, en plus, il est relié à une tubulure qui va à un boîtier sous la peau et qui permet de serrer ou de desserrer la pression de ce matériel prothétique à la partie supérieure de l'estomac. Tout le monde croit que c'est l'opération facile, il n'y a jamais de complications, je rentre le matin, je sors le lendemain, c'est un peu comme si on s'achetait une mobilette et puis c'est pas trop dangereux. C'est faux, la mobilette, tout le monde a peur quand son gamin monte sur une mobilette. Donc il y a l'anneau, il n'est pas parfait. On n'en pose quasiment plus en France parce qu'il a ses propres complications et surtout ses propres inconforts en termes de mode de vie, mais il ne faut jamais oublier que cet anneau, il a aussi rendu service à beaucoup de gens. La deuxième intervention que vous avez, alors ça, celle-là, vous la connaissez tous, hein, c'est la sleeve. C'est quoi le principe de la sleeve? C'est de transformer l'estomac en un tube. Hein, c'est-à-dire que l'estomac, c'est l'image de gauche. Hein. L'image de gauche, vous avez l'estomac, vous voyez qu'à un moment il est coupé, la partie de droite est retirée et on laisse un tube. L'avantage de cette intervention, c'est que vous avez un côté restrictif, c'est-à-dire que, un peu comme l'anneau, hein, vous diminuez le volume que les gens peuvent manger, et en même temps, la partie de droite, comme on la retire, on sait aussi que la partie de droite a des propriétés qu'on n'arrive pas forcément à expliquer d'un point de vue physiologique. Il y a des tas de théories fumeuses, mais pour faire simple, ça communique entre le cerveau et l'estomac. Et dans les problèmes de satiété, j'ai faim, j'ai pas faim, il y a une discussion. Et quand cette partie-là de l'estomac n'est plus là, les gens ont moins faim. Il va y avoir des gens dans la salle qui ont une sleeve, et vous avez moins faim. Voilà, comme ça. Vous avez le résultat. Comment ça marche, ça, il faut être assez prétentieux. Donc ça, la sleeve, c'est une opération qui se fait sous célioscopie. Voilà, c'est la sleeve. La troisième grande famille d'opérations, c'est les bypass. C'est pas le bypass, c'est les bypass. Les bypass, là on essaie de vous passer des images en même temps. Donc on va rester sur cette photo-là. À gauche, vous avez un estomac. En pointillé, vous imaginez que là on va couper. Donc vous allez vous retrouver avec une petite poche gastrique. À la différence de la sleeve, le reste de l'estomac reste dans le malade. Il n'y a rien de retiré. Et pour que le circuit alimentaire puisse se faire, sur le schéma de droite, en fait, on prend l'intestin à peu près 1 mètre après sa naissance, on le coupe, là où Mathilde a mis la petite flèche, et on vient le brancher là-haut sur la petite poche. Et ça fait un Y, comme vous le remarquez, et surtout le principe de faire monter cet intestin en haut, c'est que ce qui n'apparaît pas sur les dessins, c'est pour ça que vous avez du mal à le comprendre, c'est que à la partie gauche, il y a le foie, la vésicule biliaire, tout ce qui sécrète les enzymes pour digérer. Et ça, c'est sécrété au tout début de l'intestin. Donc en fait, vous dérivez les enzymes qui servent à digérer, et vous avez un double effet qui est je peux manger peu, et le peu que je mange est mal digéré. Là, je vous sens tous frétillés, on va s'arrêter tout de suite. C'est pas parce qu'il y a un double effet qui se coule dans les bypass que ça marche mieux que la sleeve. Hein, là, c'est comment ça marche. Et il y a plusieurs études scientifiques qui sont sorties cette année, l'année dernière, sur des résultats à plus de 5 ans. La perte d'excès de poids, que ce soit après une sleeve ou après un bypass, sont similaires. Il y en a peut-être qui donnent un peu d'avance à certains, mais ce n'est pas forcément celle que vous croyez. Donc, on va, pour simplifier les choses et pas rentrer dans des débats d'experts, la perte d'excès de poids après sleeve ou après bypass est similaire avec peut-être un petit avantage à la sleeve. Mais ce n'est pas ça le problème, c'est que vous avez maintenant 3 interventions, l'anneau, la sleeve et les bypass, parce qu'il y a 2 bypass. Je ne rentre pas dans les détails, c'est le même principe. Une petite poche, l'intestin qui est branché en haut, et une dérivation des enzymes pour digérer. La question qui se pose vraiment, c'est quelle est l'opération qu'on doit vous faire à vous? Vous qui êtes né tel jour, qui vous appelez comme ça, qui avez votre histoire à vous. Vous voyez, vous êtes tous différents dans la pièce, hein, il n'y a pas de jumeaux. Et les médecins doivent assumer, après discussion avec les malades, de discuter avec eux des avantages et des inconvénients des 3 techniques pour savoir laquelle est la mieux adaptée au malade qu'il a en face de lui. C'est pas à nous de nous décharger en vous disant bah, vous choisissez. On faisait ça il y a 10 ans.
Le malade choisi, on s'en fout. Et puis il n'y a pas non plus le médecin qui a toute son autorité. Nous, on est là pour vous expliquer quelles sont les conséquences des interventions, les avantages et les inconvénients, puisque toutes les techniques ont leurs complications. Et c'est un choix qui se fait ensemble. Mais si on doit faire un algorithme, parce qu'on est là aussi pour faire un schéma décisionnel, comme la perte d'excès de poids est à peu près la même à 5 ans, on a tendance à prendre la technique. C'est beaucoup plus difficile de faire une deuxième intervention si échec. Et après, comme le bilan préopératoire que vous faites, qui est très complet, va donner des résultats, il y a des gens à qui on sait qu'on ne peut pas faire de sleeve. C'est-à-dire tous les gens qui ont des hernies hiatales avec des reflux ésophagiens pathologiques, on sait que si on leur fait une sleeve, on va aggraver la plupart du temps ce reflux qui est totalement incompatible avec une vie normale. Donc ces gens-là, on préfère leur faire un bypass d'entrée, ce qui évite de faire 2 interventions. Et puis après, on peut rentrer dans les détails, au sens, mais c'est au stade totalement expérimental, on peut modifier la sleeve dans sa façon de la faire à la phase initiale en cas de hernie hiatale avec reflux. Mais ça, on n'est pas nombreux en France à jouer à ça. Est-ce que j'ai répondu à la question, Caroline? Ça me va, ça vous va? Des questions? Oui, moi j'en ai une. Est-ce que ça veut donc dire que... j'ai tilté sur un mot là que vous avez prononcé, qui est le mot échec. Vous avez tous compris ici que quand on rentre dans un processus pour aller se faire opérer d'une chirurgie de l'obésité, il faut répondre à plusieurs critères. Il y a un parcours préopératoire qui va durer une petite année. En fonction de ça, au bout d'une année, une commission se réunit pour savoir si oui ou non c'est possible ou pas. Vous avez acquis pendant ce parcours préopératoire beaucoup de choses, y compris toutes les nouvelles habitudes et attitudes, et notamment d'un point de vue alimentaire que vous devrez adopter à vie après l'intervention. Est-ce qu'il existe une intervention qui prévient d'un échec si on ne respecte pas ces règles hygiéno-diététiques? Ou est-ce que si on ne respecte pas toutes les choses qu'on a pu apprendre pendant le parcours préopératoire, d'un point de vue notamment alimentaire, est-ce qu'il y a une opération aujourd'hui qui fait qu'on ne reprendra jamais de poids? Vous avez l'âge de croire au Père Noël. Il n'y a pas, on ne peut pas vous vendre ça, d'accord? C'est-à-dire que vous avez votre histoire, vous avez votre passé, vous avez vos troubles ou pas du comportement alimentaire. L'intervention, elle est là pour vous aider. Alors c'est sûr, hein, quand on retire une bonne partie de l'estomac à quelqu'un, ne vous inquiétez pas, il va maigrir. Hein. C'est facile à faire. Hein. Par contre, après, la difficulté, c'est que ça se poursuive dans le temps. Et quelle que soit l'intervention, c'est-à-dire qu'on fasse un anneau, une sleeve, un bypass, le problème de la chirurgie de l'obésité, c'est la récidive et la reprise pondérale. Il y a des grands dépressifs canadiens, des gens, des ténors de la chirurgie de l'obésité qui vous disent que dans 100% des cas, c'est un échec à long terme. Après, il y a des gens qui peuvent aussi regarder le verre différemment. C'est-à-dire que vous allez faire un parcours de soins, vous allez faire tout un bilan, vous allez avoir une intervention. Et puis après, vous allez maigrir. Et quand vous allez maigrir, vous allez changer. Vous allez changer morphologiquement, mais vous allez aussi changer psychologiquement. Donc vous allez avoir une deuxième vie. Et après, la question, c'est comment vous allez la vivre, cette deuxième vie. C'est-à-dire que, est-ce que la vie d'avant va revenir ou pas? Parce que la vie, c'est qu'une succession d'emmerdes. Hein. Et donc, ça va bien, puis les emmerdes, ça va bien, puis les emmerdes. Puis à chaque fois qu'on a des emmerdes, on compense et puis on se bat avec ce qu'on a dans la vie. Hein. On n'est pas des surhommes. Et donc, quelqu'un qui a été opéré, il reste un être humain. Et cet être humain, il va être de nouveau reconfronté au problème de la vie. Et donc la question, c'est la prise en charge idéale d'une chirurgie de l'obésité, c'est à la limite de ne pas s'occuper de la chire. Facile ça. C'est de savoir ce qu'on va faire dans sa vie d'être humain, de sa perte de poids. Waouh! Et le chirurgien, il fait de la philosophie. C'est vachement important ce que je vous explique. Hein. C'est-à-dire que les gens qui ont des troubles, je trempe mon poulet dans le Nutella, grand sujet du jour. Ben, s'ils continuent à tremper le poulet dans le Nutella, moi dans 10 ans, je ne réponds de rien. Vous comprenez? La chirurgie est un des maillons de la chaîne qui va vous aider à retrouver une vie normale. Mais l'enfoiré qui vend de la sauce bolognaise à Carrefour, il n'est pas condamné non plus. D'accord? Donc c'est toute une démarche pour éviter la récidive. Donc il n'y a pas l'intervention miracle.
Vous comprenez ou pas? Ce n'est qu'un des maillons de la chaîne. Ça te va, Sophie? Oui. Alors, je vais de temps en temps interrompre le fil des questions par des questions qui nous sont posées en direct. Et là, docteur, il y a une question sur l'hélicobactère. L'hélicobactère, c'est quoi? Et comment on le soigne? Voilà. Le médecin il va vous répondre que c'est génial, l'hélicobacter. Pour comprendre à quel point c'est important, c'est que c'est le prix Nobel de médecine de 2001. Alors c'est sûr, ça fait vieux, ça fait maintenant 16 ans. C'est une bactérie qui a la possibilité de se loger dans l'estomac, que beaucoup d'entre nous sont porteurs. Et cette bactérie, elle entraîne une inflammation chronique de l'estomac, une infection chronique de l'estomac, et dont on sait qu'elle peut être un facteur de risque à très long terme, à la fois d'ulcère et puis de cancer de l'estomac. Voilà, c'est un peu ça l'histoire de cette bactérie, et puis elle a des résistances aux antibiotiques un peu naturelles, qui fait qu'il y a eu le prix Nobel, parce que pendant des années, on n'a pas réussi à la traiter avec les bons antibiotiques. On sait que si les gens sont... Alors donc on fait un dépistage systématique à tous les gens qu'on va opérer de l'estomac à la recherche de cette bactérie, parce que comme elle engendre un état inflammatoire chronique de l'estomac, on sait que quand on va opérer l'estomac, les coutures vont moins bien tenir. Donc il est de bon ton, quand on opère un estomac, de dépister cette bactérie. Une des meilleures façons, c'est en faisant une biopsie de l'estomac. C'est comme ça qu'on va la chercher. Et une fois qu'on a le diagnostic, on vous donne un traitement antibiotique qui ne marche pas dans tous les cas, par définition, du fait de l'histoire de cette maladie. Et on vous fait un test respiratoire à distance à la fin du traitement antibiotique pour savoir si vous êtes guéri ou s'il faut donner une deuxième ligne d'antibiothérapie. C'est pas pour ça que vous aurez le cancer de l'estomac, on se détend. C'est simplement que la couture, elle peut péter. Ça, par contre, ça peut arriver demain, vous comprenez? Donc, très pragmatique, on cherche cette bactérie pour essayer de mettre toutes les chances de ne pas avoir les coutures qui soient fragilisées. Ça va, j'ai pas donné la trouille à tout le monde? Donc si hélicobactère, pas d'intervention. Si hélicobactère, intervention, oui, mais après, une antibiothérapie dont on aura jugé par des tests respiratoires qu'elle a été efficace. D'accord? Excusez-moi. Oui. Même après un traitement, est-ce qu'il peut y avoir récidive? La question, c'est est-ce qu'après un traitement d'hélicobactère dont on sait que la personne a été éradiquée, est-ce que je ne peux pas vous répondre? Quelqu'un sait dans la salle, là, chez les docteurs? C'est bien, il ne me laisse pas tout seul. Vous avez vu le patron, l'autorité, Staline? Bon, enfin, on va chercher. Alors, il y a un sujet qui vous touche tous là, quand on s'approche de l'opération. Alors évidemment, il y a le stress de l'intervention. Vous avez terminé votre parcours, la date est fixée. Il y a un petit sujet que vous avez en tête, c'est la fistule et les risques qui sont liés à l'intervention. On peut faire un tour rapide sur les risques liés à l'intervention et parler un petit peu de la fistule? Bah oui. En espérant que ça ne devienne pas votre meilleur ami. Il y a des anciens opérés dans la chirurgie de l'obésité. On n'est pas tous d'accord sur nos résultats. Globalement, il y a 5% d'hémorragie après une intervention d'obésité. C'est des gens qui ont du sang dans le ventre. Une partie est transfusée, puis ça va s'arrêter tout seul. Et puis une autre partie des malades, il va falloir qu'on les réopère pour laver les caillots sanguins, les enlever, transfuser. Puis ça va. En général, l'hémorragie après la chirurgie de l'obésité, ça ne pose pas vraiment de problème. Ça peut poser un problème qui n'est pas négligeable, qui est d'avoir une deuxième intervention dans les 24 heures, mais ça ne va pas au-delà de ça souvent. La deuxième complication après chirurgie de l'obésité, c'est la fameuse fistule. Alors elle est chiffrée, elle est connue. Après sleeve, c'est 1,8% à peu près en France. Le problème de la fistule, c'est son traitement. C'est quoi une fistule? Vous reprenez le dessin de la sleeve qui est au milieu, et vous comptez à peu près 5-6 cm à partir du haut de la section. Il y a un trou qui apparaît en post-opératoire, et ce trou, il peut apparaître de quelques heures après l'intervention jusqu'à globalement le 25e jour. Alors ça ne se manifeste pas pareil au premier jour et au 25e jour, d'accord? Le plus important en chirurgie, quand il y a une complication, c'est de la diagnostiquer le plus vite possible. Parce que plus vite vous allez vous apercevoir qu'il y a une complication, plus le traitement il va en être facilité. Si vous laissez la complication traîner sous le tapis une bonne semaine, quand vous allez soulever le tapis, il ne sera pas la même tête que si ça fait quelques heures que ça traîne.
Donc déjà, le premier traitement de la fistule, c'est de le diagnostiquer le plus rapidement possible. Alors ça, la génération qui fait de la célioscopie a très rapidement appris que l'obèse, vous êtes les bien placés, des fois il ne passe pas dans le scanner. Quand on l'examine, il faut être complètement idiot d'oublier qu'il y a 15 cm de gras, donc ça ne sert à rien d'appuyer avec ses deux mains sur un ventre du fait de... Voilà. Donc toute l'ancienne médecine a été à réinventer. En fait, ce qu'on sait, c'est que le principal signe qui fait comprendre qu'il y a une complication chez un obèse, c'est que le cœur se met à battre vite. Et quand le cœur bat vite, il faut vite réopérer le malade. Et pour faire simple, une fréquence cardiaque supérieure à 120 par minute, parce qu'il faut bien donner un chiffre, c'est comme les interdictions de circuler en ville, 120, on va au bloc. Et on sait aussi, ce qu'on peut vous expliquer, c'est que dans ces conditions-là, dans 70% des cas, on va trouver une complication, on va la traiter vite. Dans 30% des cas, il n'y aura rien, mais il y aura quand même quelque chose, vous dormirez bien la nuit et nous aussi. Et ça, c'est pas négligeable non plus. Donc déjà, le diagnostic est vite. Et en fait, après, vous avez un trou, et bien ce trou, le traitement, c'est de faire une endoscopie digestive le lendemain, d'aller mettre une petite prothèse, un petit tuyau en plastique qui fait 10 cm de long, qui va passer à travers ce trou, qui permettra au liquide qui est contenu dans le tube digestif de ne pas couler dans la cavité abdominale et d'organiser une cicatrisation dirigée autour de ce petit tuyau, de laisser le malade à jeun 1 mois. Alors dire ça à des obèses, tout de suite ça fait appel à l'état d'image, mais oui, voilà, on est nourri par d'autres moyens pendant 1 mois. Et puis au bout d'un mois, on contrôle. C'est cicatrisé, on arrête. C'est pas cicatrisé, on continue. Et la problématique de la prise en charge de la fistule, c'est que ça peut être très long. Et quand on reste longtemps à l'hôpital, il y a toutes les complications, la famille, le boulot, les enfants, le moral, tout ça. C'est à peu près pareil pour le bypass. C'est le même mécanisme de raisonnement. Donc ça, c'est les principales complications. Et puis pour le bypass, il faut commencer à fonte des graisses. Donc il faut savoir que les gens qui ont un bypass et qui ont mal au ventre à long terme, il faut toujours s'inquiéter qu'il n'y ait pas un nœud à l'intérieur. Enfin, c'est des mots les plus simples possibles. Globalement, c'est ça les complications. Et après, il y a toutes les complications, et là on va insister un tout petit peu. C'est que vous avez maigri, vous avez été opéré, vous croyez que tout va bien, tout va mal. Un obèse opéré qui va bien, il va pas bien s'il n'a pas pris ses vitamines. Ce qu'il faut bien réaliser aujourd'hui, c'est que de fondre comme neige au soleil, ça induit des carences vitaminiques majeures. Et ces carences vitaminiques, elles peuvent être responsables de tas de maladies. D'accord, neurologiques, et Et qu'il faut bien comprendre avant d'être opéré que cette vitaminothérapie, ces vitamines à prendre tous les jours, c'est à vie. Et c'est pas parce qu'on va bien, là Anne-Sophie elle est en train de se trémousser sur sa chaise, c'est pas parce qu'on va bien que les vitamines vont encore bien. Donc là, c'est le moment d'insister. Tu veux mettre ton petit mot ? Juste... Pardon, donc, moi, ancienne opérée depuis 18 ans, et avec un collectif national d'associations d'obèses, les carences en vitamines, effectivement, je veux juste réappuyer là-dessus, ça peut vous occasionner des dégénérescences neurologiques irréversibles. Irréversibles. Je vous fais peur, mais je vous dis les choses aussi. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez un cerveau où vous ne reconnaissez plus votre famille, plus vos enfants, et vous ne pouvez plus rien faire, il est trop tard. Donc, je dis les choses claires, cash, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et ça peut aussi créer des problèmes de cancer. Donc, vitamine à vie, à vie. Et après, j'ai fini sur les vitamines et je te retasse là. C'est un coût. Hein, voilà. C'est un coût. Donc, quand vous allez vous faire opérer, vous savez que les vitamines, tous les mois, ça va vous coûter de temps. C'est un budget. Donc ça peut remplacer le budget club, le budget kir, le budget champagne, je m'en fous. Mais il faut trouver le pognon pour... C'est combien le coût d'un traitement par vitamine mensuel, Carole ? Globalement, entre 14 et 19 euros par mois. Enfin, pour se faire du bien et protéger sa vie, ça vaut le coup quand même. Prévenir au maximum les risques, en tout cas. Bon, alors,
Juste, je pense à bonjour à tous. Vous êtes très nombreux à nous regarder, nous poser beaucoup de questions. Donc, le docteur Cortès s'est engagé à répondre avec l'équipe à toutes les questions que je ne pourrais pas soulever aujourd'hui. Je pense notamment à l'hormonothérapie et au cancer, je vous promets. On vous répondra. Je pense aux outils de suivi à vie. Je vous promets, on reviendra vers vous avec des réponses. Aussi la malabsorption après un bypass. Vraiment, on rentrera dans tous ces détails. Ce sont des cas un petit peu plus particuliers après l'émission. Mais merci d'être là. Vous êtes très nombreux et c'est formidable. Donc vous avez compris, là on a balayé un petit peu les questions que vous vous posiez avant, on a fini un petit peu le parcours préopératoire, vous savez ce qui vous attend, l'intervention, la date est fixée, vous savez si vous allez être opéré d'une sleeve ou d'un bypass. Vous êtes engagé auprès de toute l'équipe qui s'occupe de vous, qui vous a accompagné pendant une année, à respecter ce qu'ils vous ont dit. Ça veut dire les vitamines, les minéraux, les bilans sanguins, les consultations, le suivi à vie, parce que ça, beaucoup ont tendance à l'oublier. Quand on se fait opérer d'une chirurgie de l'obésité, on est très grisé les premiers mois, voire les 2 premières années, pendant cette fameuse période qu'on appelle la période lune de miel. Et puis après, on se sent bien, puis après, on se dit, ça y est, tout fonctionne, je me casse et on ne surveille plus. C'est un peu faux, parce que les soucis, ils peuvent arriver au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Donc le suivi à vie, vous vous êtes engagé à le faire, et c'est vraiment un point sur lequel j'insiste beaucoup, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Voilà. Il y a une chose sur laquelle on va insister. Alors, nous on ne le fait pas encore, mais il va arriver. C'est-à-dire que là, il est dans le four en train d'incuber. Ce que vient de dire Carole n'est pas encore formalisé, mais j'y tiens beaucoup. Donc pour ceux qui sont en cours de bilan, vous risquez de le voir apparaître fin d'été. On va vous faire signer ici un contrat entre vous et nous. C'est-à-dire que, pour bien insister sur ce que vient de dire Carole, les chirurgiens, eux, ils vont s'engager à vous opérer à peu près proprement le jour où ils vous l'ont dit, en essayant de s'occuper de vous. Je provoque après. Par contre, vous allez vous engager à faire vos suivis post-opératoires, à faire vos bilans et à prendre vos vitamines. C'est-à-dire que souvent, ce que je compare ici, c'est qu'on ne vient pas acheter une bagnole. Moi, je ne vends pas des 206, grise, rouge, verte, celle qui va la plus vite. Je ne suis pas un vendeur de bagnole. Par contre, il y a un vrai problème de santé publique. C'est-à-dire qu'on va revenir un peu dans le débat. Il y a plus de 55 000 interventions pour chirurgie de l'obésité effectuées en France. C'est le pays en Europe où on effectue le plus cette intervention. Donc le pays se retrouve avec un nombre de malades opérés de l'obésité que je qualifierais entre guillemets, encore en provoquant, en liberté, non surveillés, et qui sont tous des hypothétiques malades en puissance par insuffisance de prise en charge post-opératoire. Il faut bien que vous compreniez qu'une fois opéré, vous devrez vous astreindre à une surveillance et à un suivi biologique. Il y a des prises de sang, il y a des examens, il y a des prises de vitamines. Et ça doit être contractualisé. Et quelque part, vous avez un petit peu de la chance, parce que les 3/4 des services, et là je ne vais pas respecter le code de déontologie, je vais finir par le payer, c'est qu'ils vous opèrent, ça fait tant, monsieur, dame, n'est-ce pas mon petit Benjamin? Et puis bye, je provoque, c'est mon copain. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous on s'engage à vous suivre. À partir du moment où vous avez la chance d'avoir une équipe qui est engagée dans le suivi post-opératoire, signez le contrat ou cassez-vous. C'est vachement important ce que je viens de vous dire, parce que opérer, c'est facile. Anne-Sophie ? Je ne suis pas là pour plomber l'histoire. Il faut savoir que vous êtes dans un changement de vie, que vous allez vous redonner une autre renaissance, et que en fait, la réussite du maintien de la perte de poids, même s'il peut y avoir un rebond, à un moment donné, vous allez reprendre un peu de poids, c'est votre vie à vous. C'est votre espérance de vie, c'est votre bien-être physique, métabolique, psychologique.
et qu'il va falloir tenir, j'ai envie de dire, de votre âge à plus 10 ans, plus 20 ans, plus 30 ans, plus 40 ans. Et qu'effectivement, vous allez mettre plusieurs fois, tu le disais très justement, la vie, elle n'est pas faite que de choses agréables, donc on va remettre un genou à terre. Et là, effectivement, les vieux démons, les vieilles habitudes, les vieux réflexes vont pouvoir avoir tendance à remonter à la surface. L'importance d'avoir une équipe pluridisciplinaire, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Ce sont des gens qui sont habitués, professionnellement parlant, à vouloir vous aider. Et qu'ils sont là pour vous aider. Et qui sont habitués à ça. Donc quand vous sentez qu'à un moment donné, pour X raisons, vous reperdez pied, allez les voir, ils ne vont pas vous juger, ils ne vont pas vous engueuler, ils ne vont pas vous invectiver, ils vont juste vous aider à passer le cap pour que vous alliez bien. L'obésité est une maladie chronique à vie. À vie. Moi, mon matériel a cassé, j'ai repris du poids. Donc, systématiquement, le corps se souvient de tout, mais de tout, du bon comme du mauvais. Donc, la seule chose que moi j'ai envie de vous dire, c'est, à un moment donné, pensez à vous, soyez un peu égoïste, aimez-vous. Prenez le temps de vous aimer. Et puis, dites-vous, alors je vois des sourires, je vois des petits pincements de lèvres, et ouais, mais oui, mais on le vaut bien aussi, quelque part. Et voilà. Aimer les autres, c'est commencer par s'aimer un tout petit peu soi-même. Et pensez qu'au-delà de ça, il y a des gens qui vous aiment. Donc si vous ne le faites pas en première intention pour vous, faites-le pour les autres. Alors, je te laisse la parole, Stéphane, tout de suite. Ouais. Mais il y a vraiment aussi un point sur lequel je voudrais insister. Dans les équipes pluridisciplinaires, vous avez le chirurgien, vous avez le médecin nutritionniste, d'accord ? Vous avez le gastro, vous avez aussi 2 autres spécialités qui vont devenir vos, a priori, très très bonnes amies pendant très très longtemps. Je parle des diététiciennes qui font un job formidable et qui sont là pour vous aider à retrouver ce que c'est que de manger correctement, ce que c'est que de comprendre ce qu'est un bol alimentaire équilibré, ce que c'est que de se faire plaisir en mangeant sainement et puis en déconnant un peu aussi de temps en temps, hein, on a le droit. Et puis vous avez la psy qui joue un rôle primordial parce que la psy, c'est celle qui va vous permettre, quand ces démons reviennent, de peut-être pouvoir les apprivoiser et en faire quelque chose, pour pas se venger, pour pas retomber dans ses travers. Ça te plaît, ça te va? Alors moi, pour ceux qui me connaissent déjà, je suis celle qui fâche. Donc Noël Cariclé, psychiatre de l'équipe. Je suis celle qui fâche, parce que quand vous venez vous lancer dans cette filière de l'obésité, dans ce projet-là, allez, à 95%, vous arrivez tous en disant moi, c'est plus possible, j'ai énormément grossi, je n'arrive pas à maigrir, j'ai fait tous les régimes possibles et inimaginables. Et là, je vois plus que l'intervention. Et vous l'imaginez comment? Comme une réduction d'estomac, une anse intestinale qui passe de l'autre côté, enfin bref, comme quelque chose de mécanique qui va permettre à cet aliment de ne pas vous faire grossir. Mais les 3/4 du temps, personne n'a compris que si ce besoin alimentaire est là, enfin, je vais apprendre différemment. Être obèse, c'est pas parce qu'on est plus idiot qu'un autre. Tous les obèses savent exactement comment manger, ou plus ou moins, enfin en tout cas en se faisant aider. C'est très clair. Si on est obèse, c'est parce qu'on ne peut pas faire différemment. Parce que la manière dont on s'est construit, la manière dont on a grandi, la manière dont on a appris à subir les épreuves, à les affronter, eh ben on a appris à les gérer comme ça. Et même si, bah oui, on sait qu'il faut réduire les proportions, il faut peut-être pas grignoter, il faut peut-être pas manger ceci ou cela, à ce moment-là en tout cas, eh ben le jour où on le fait, ben on le fait parce qu'on en a besoin, parce que si on ne le fait pas, on n'est pas bien, on ne se sent pas bien, et pire, on culpabilise après. Et ça, quand on perd cet angle de vue, on passe à côté du problème principal. C'est pour ça que la chirurgie, on peut se faire opérer 15 fois. Si ce problème-là n'est pas réglé, ça ne servira à rien. Donc l'accompagnement, il est après, oui, bien sûr, quand on flanche, quand on se sent plus bien, il faut aller voir l'équipe. Mais l'accompagnement, il est avant aussi, pour cette prise de conscience-là. C'est pour ça que vous ne m'aimez pas bien au départ, parce que je dis des choses qui fâchent, ou j'appuie sur des choses qui ne font pas plaisir. Mais c'est pas grave, vous revenez, puis on en rediscute, et puis on voit. Souvent, la deuxième fois, vous me faites moins la gueule. Mais, parce qu'entre-temps, vous avez cheminé, vous étiez un peu buté au départ, mais finalement, ça travaille, et puis finalement, vous y réfléchissez, il n'a peut-être pas tort à ce niveau-là quand même, etc. Et puis la troisième fois,
Voilà, il y a une prise de conscience qui s'est faite. Moi, j'ai tendance à dire aux gens que déjà, quand il y a cette prise de conscience qui est faite, ça assure généralement un bon post-opératoire, parce que vous saurez quoi faire si jamais ça ne va pas. On ne sait pas combattre. Pour bien combattre les choses, il faut savoir ce qu'on combat. Mais sinon, on subit, sinon, on ne sait pas. On est mal et on ne sait pas pourquoi. Quand on sait déjà ce qu'on a affronté, généralement, on va trouver les bonnes personnes pour se faire aider et on fait les bonnes démarches. Et ça se passe généralement plutôt bien. Ça y est, j'ai plombé. C'est moi qui ai plombé là. Il y a une question là-bas. Non, mais justement, c'est vraiment important et je suis vraiment content d'être là aujourd'hui pour ça. Tout simplement, le suivi préopératoire est important, le suivi post-opératoire à vie est indispensable. On parle de maladies chroniques et multifactorielles pour l'obésité. Effectivement, c'est chronique, donc c'est pas parce qu'on est opéré d'une sleeve ou d'un bypass que ça y est, la baguette magique est passée, et hop, on rentre à l'hôpital, on est opéré, on sort, on n'est plus malade. Non, ça c'est dans les contes de fées, c'est chez Walt Disney qui est pas loin, qui est à côté, mais c'est pas dans la vraie vie. Donc effectivement, on est atteint tous, et je suis moi aussi atteint d'une maladie chronique qu'on appelle l'obésité, qui est multifactorielle. Et justement, puisqu'elle est multifactorielle, il y a une équipe pluridisciplinaire qui est là pour le patient. Il faut vraiment s'en saisir, parce que moi je vois pas mal sur les groupes, etc., des gens qui se font réopérer une deuxième fois, qui font une sleeve, qui vont démonter une sleeve, qui vont demander un bypass, qui vont faire plein de trucs. Et à un moment, oui, il y a des gens qui vont se faire opérer 2-3 fois. Alors, une autre, pareil, là je suis pas en train de parler de jugement ou autre chose. Ça peut arriver, ça arrive, mais tout simplement, voilà, c'est un problème de santé publique. Et c'est aussi un problème de votre santé. Et là, dans l'histoire, comme on disait tout à l'heure, c'est vous qui êtes important. Et franchement, oui, aimez-vous, parce que c'est pas... on l'a tous vécu en étant en situation d'obésité. Il y a les regards, il y a les choses comme ça. Alors, je ne veux pas remettre la couche de la grossophobie, parce que voilà, on en entend tout le temps. Mais justement, aimez-vous, prenez soin de vous. Et quand on dit prendre soin de soi, justement, le suivi est indispensable. Et il est indispensable à vie. Et justement, il y a énormément d'hôpitaux actuellement qui sont en train de réfléchir à cet engagement. Et voilà, on est vraiment dans le truc, on est vraiment dans le dur là. Et c'est vraiment sans tabou, donc ça tombe très bien, quoi. Bon, suivi à vie, tout le monde l'a compris. Un petit sujet qu'on n'a pas évoqué, je sais que Benjamin qui est derrière et le docteur Cortès, c'est un sujet qu'ils affectionnent particulièrement. N'oubliez pas une chose, on a fini le parcours préop, vous avez répondu à toutes vos questions, vous connaissez les bénéfices-risques, vous savez ce qui vous attend. Bien évidemment, vous n'avez pas oublié entre-temps d'arrêter de fumer. On est d'accord, personne ne fume plus avant l'intervention. Est-ce que vous savez pourquoi on vous demande d'arrêter de fumer? Est-ce qu'il y a des fumeurs ici? Waouh. Ça va. Donc on en parlera toutes les deux, mais après je crois que c'est pour une histoire de vascularisation, mais on peut peut-être le dire, c'est important d'arrêter de fumer. Pourquoi on demande aux gens d'arrêter de fumer, docteur? Là, alors je connais sa réponse par anticipation. Vous vous exposez à quelque chose, mais moi je crois qu'il va vous dire qu'il faut profiter de cette nouvelle page de vie qui vous est offerte pour vous délaisser de tout ça et de profiter de cette nouvelle, peut-être belle chose qui vous arrive. Donc, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi faut-il arrêter de fumer, docteur Cortès? Vous n'êtes pas loin de 100 là, hein, ou 90, c'est pas mal quand même. Hein. Et les deux, souriez. On n'est pas en train de vous... Tranquille, vous allez y arriver. Vous allez arrêter de fumer. Quand vous fumez, alors ça c'est Benjamin qui en parle le mieux, hein. L'expert en nicotine et toute substance illégale, je vous présenterai Benjamin. La chose, c'est simple. Non mais c'est très sérieux parce que lui, il y est exposé tous les jours avec ses malades en tant que chirurgien plasticien. Vous allez comprendre. Pas parce qu'on rigole des choses qu'elles ne sont pas graves. Quand vous fumez une cigarette, en dehors du cancer du poumon qui gagne toujours, hein, pas vous qui gagnez, c'est le cancer. Hein. Il n'y a pas de fumeurs qui n'ont pas de cancer du poumon, ça n'existe pas. Ouais, je sais ça, je suis très chiant. Quand vous fumez une cigarette, vous avez les petites artères qui se contractent parce qu'il y a des cellules musculaires dans les petites artères. Et donc, quand vous fumez une clope pendant une semaine, et donc, quand on vous opère, il faut que le sang arrive dans les plaies que l'on crée. Enfin, nous, on a des ciseaux, on coupe toute la journée. Et après, il faut que ça colle.
Et si le sang n'arrive pas dans les plaies, il n'y a pas de cicatrisation. Donc, le moins grave, on a un abcès de paroi, il y a du pus qui coule, on ouvre pendant 3 semaines, on a des pansements, c'est désagréable pour le malade, mais ça arrive. Mais après, vous avez les fameuses fistules, hein, on a commencé le débat par ça. Ben, quand vous fumez, le sang il arrive moins bien sur l'estomac restant, et c'est un facteur de risque de fistule. Ici, sur les bypass, on n'est pas prêt de vous opérer tant que vous fumez. Pas de clope, pas de bypass. D'accord? Et c'est pas pour vous embêter, hein. C'est parce qu'après, vous, quand vous avez une complication, vous prenez cher. Mais il ne faut pas croire que nous, on dort bien aussi. Quand vous avez une complication, votre chirurgien, il ne dort pas. Donc voilà, nous, on n'est pas payé pour produire des usines à complications. Donc tout ce qu'a dit Carole, la vie qui meurt, c'est pas le problème, hein, d'accord, ça, vous savez. Mais le tabac augmente le nombre de complications post-opératoires. Donc si vous pouvez arrêter de fumer, arrêtez. Et les cigarettes électroniques commencent à me saouler parce qu'on ne sait même pas ce qu'ils fument. Nous, on savait ce qu'on fumait. Eux, ils ne savent même pas ce qu'ils fument. Donc voilà. Moi, je vous avais prévenu, hein. J'ai essayé. Hein. Bon, allez, on continue avec nos questions et nos réponses. Tout va bien? Tout va bien? Question systématique. Est-ce que je vais avoir mal? Est-ce que ça fait mal? Voilà, est-ce que ça fait mal? Je me fais opérer, est-ce que je vais avoir mal? Qui s'est fait opérer il n'y a pas longtemps? Eh bien, vous allez répondre. Moi, pas de douleur du tout pour le bypass. J'ai pas eu du tout de douleur pour le bypass. Par contre, moi, le lendemain, je me suis fait opérer parce que j'avais une hémorragie. Et c'était un petit peu plus douloureux parce qu'il y avait les redons. Mais sinon, ça fait pas mal. Mais les redons, oui, je suis allée au bout de ma vie quand même. Ah, voilà. Quand ils étaient là ou quand c'était pour retirer? Quand ils étaient là. Quand ils étaient là. La complication a été difficile, mais pas le bypass. Et vous, madame? Non, pas de douleur. Pas de douleur non plus? D'accord. Est-ce que vous pouvez préciser les opérations que vous avez eues? Moi, j'ai eu une sleeve au mois de février, là, ça fait 4 mois. C'était au mois de février. Moi, j'ai eu une sleeve au mois de mars. Mon frère a été opéré ici il y a 1 an et demi, à peu près. Enfin, on s'est à peu près à quelque chose près fait opérer 1 an après. Et lui, il y a une chose qui l'a beaucoup aidé, c'est de sentir les bas de contention à la fin, parce qu'il croyait qu'on ne l'avait pas opéré. Il dit c'est pas possible, ils ne vont pas me faire attendre encore longtemps. Et comme il a réalisé qu'il avait quelque chose aux jambes, il a dit ah si, je dois être opéré en fait. Donc lui, il s'en est même jamais rendu compte qu'il avait été opéré, quoi. Donc ça fait pas mal. Bon, alors juste une jolie petite phrase qui vient de la part de nos internautes. Une personne qui semble vous apprécier beaucoup, docteur, et qui dit « Ah, enfin, un chirurgien cash ». Donc voilà, je voulais vous le dire. Votre discours semble très très clair. Donc vous avez été opéré, on continue dans le parcours. Hein. Au bout de combien de temps on sort? Ah, ça c'est génial. Ah, vous savez que les durées d'hospitalisation dans le monde, elles vont en diminuant. Hein. Je vais arrêter de provoquer, mais c'est pas grand chirurgien, grand service. Hein. C'est fini cette époque-là où vous étiez un grand patron parce que vous aviez 90 lits de chirurgie sur 3 étages. Là, la durée d'hospitalisation diminue. Et on a aussi bien mis en évidence que le séjour à l'hôpital, il n'était pas dénué de risque pour les malades. Parce qu'à l'hôpital, vous croisez certes des docteurs, ils ne se sont pas tous lavé les mains. La blouse n'est pas forcément très propre. Et on rencontre des microbes. D'accord? Ensuite, quand on dort dans un lit à l'hôpital, c'est pas le vôtre. Il est dur, ça couine. Puis la nuit, les professionnels de santé, ils s'ennuient, ils font du bruit, ils dorment pas bien. Et vous réveillez, vous prenez un truc, la température, le machin, au milieu de la nuit. Il y a la grand-mère à côté, elle hurle parce qu'elle s'est cassé le col du fémur. L'hôpital, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et indirectement, vous pensez, parce que je discute régulièrement avec des gens opérés, vous avez le sentiment que nous, c'est le tout sécuritaire. Je suis à l'hôpital, il ne peut rien m'arriver. C'est pas totalement exact, d'accord? Ensuite, quand on a un peu mal, parce que là, on nous a dit que vous n'aviez pas eu mal, mais on a moins mal chez soi, dans son canapé.
avec les siens, avec ses enfants, avec sa bouffe, avec ses odeurs, avec ses copains, on est mieux chez soi. Simplement, tout ça, ça se mérite d'être organisé. D'accord ? Alors après, il y a des tas de mots savants dont vous entendez parler, le rack, l'ambulatoire, le machin. Pour faire simple, plus vous connaissez bien ce qui va se passer, plus vous pouvez anticiper ce qui va se passer. D'accord ? Donc si on reprend les différentes interventions, vous reprenez celle qu'on fait au wagon, c'est-à-dire la sleeve. C'est quoi une sleeve ? On vient de le dire, je vais vous la faire brute de coffrage. Hein. C'est 5% d'hémorragie à J1. Vous avez au moins la gentillesse de ne pas saigner à J4 ou J5. Vous saignez toujours le premier jour. Donc une fois que vous savez ça, si le premier jour on sait que vous n'avez pas saigné, vous ne saignerez pas à J2, donc vous pouvez sortir. À partir du moment où on a vérifié que vous ne saignez pas. Après, il y a les 1,8% de fistules. Je vous ai dit, entre J1 et J25, je ne vais pas vous arroser le pot de fleurs pendant 25 jours pour être sûr qu'il n'arrivera rien dans 1,8% des cas. Donc ça s'organise. Il faut en rire, c'est pas un drame. Hein. Donc qu'est-ce qu'on fait ici ? Vous prenez la sleeve. Alors, elles ne sortent pas toutes à J1. La moitié sortent à J1. Qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on explique aux malades ce qui va se passer, comme je suis en train de le faire. Deuxièmement, on organise la sortie, c'est-à-dire qu'il y a la numération qui est faite à J1. En amont, on a un nouveau métier dans le service qui s'appelle les infirmières de coordination. C'est un nouveau métier qui est indispensable. Elles vous ont organisé une prise en charge à domicile par une infirmière qui vient chez vous. Et quand elle vient chez vous, elle vous prend la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, mais surtout c'est un être humain qui vous dit bonjour, qui vous dit au revoir. C'est quoi un obèse à J1 ? C'est quelqu'un qui a du mal à mettre ses bas de contention. Ça, personne ne vous en parle. Sauf que quand vous êtes opéré il y a un jour qu'il faut mettre les bas de contention, tout seul, si vous n'avez pas votre marune, c'est une solitude. Et ensuite, sur le J1, on peut organiser des tas de choses. C'est-à-dire que la bouffe, elle peut vous être livrée à domicile, préparée par un prestataire extérieur. L'infirmière vient, les médicaments pour la douleur, ils ont été achetés avant d'être opérés. Enfin, vous pouvez anticiper un maximum de choses. Donc ça, c'est la sleeve, je dirais à J1. Sinon, c'est J2 ou J3, en fonction de tas de... Je vois Carole qui trépigne. Bon, on va lui donner. Non, j'entends bien, mais je crois qu'il y a peut-être une réponse qui rassurerait tout le monde. Au fond, on va rentrer, on sait qu'on ne va pas être en forme les premiers jours. C'est pas une petite intervention, ça reste une intervention, quelle qu'elle soit, traumatisante pour l'organisme. Les agrafes, elles sautent. Non, parce que c'est peut-être rassurant de savoir si les agrafes, elles sautent ou pas. Les agrafes de l'estomac ? Ouais. Vous pouvez prendre l'avion. Vous ne sonnez pas dans les portiques. Ah, t'as le diplôme. Et où est-ce qu'on passe pas ? Le Maroc, ça sonne. Ah, le Maroc sonne. L'Autriche, c'est la palpation. D'accord. Globalement, elles ne sautent pas. D'accord, hein, si on arrive à faire ces opérations-là, c'est parce que l'industrie pharmaceutique a fait des progrès extraordinaires. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas une série d'agrafes, mais 3 rangées d'agrafes. Que c'est dans des matériaux qui sont extrêmement solides, qui sont extrêmement bien tolérés par l'organisme. C'est-à-dire que vous n'avez pas de réaction allergique, vous n'avez pas de... D'accord ? Vous pouvez avoir une vie strictement normale avec les agrafes. Vous ne les voyez pas ressortir au niveau de la peau, enfin, d'accord ? Vous avez des agrafes et puis avec la vie, elles seront éliminées naturellement ou elles pourront persister plusieurs années. C'est à peu près clair ou pas ? Oui. La question, c'est les bas de contention, on les garde combien de temps ? Alors déjà, chez nous, il n'y a pas de bas de contention. Il y a des chaussettes de contention. Non, mais... Non, il y a les deux, ça existe, mais nous, on utilise les chaussettes. Alors, le petit topo sur... Alors, combien de temps, c'est pas facile de vous répondre, parce que souvent, vous n'aimez pas. On considère que le risque... Parce que pourquoi on les met ? On les met pour éviter de faire des phlébites, principalement. Hein, c'est un caillot dans les veines qui apparaît pendant l'opération, secondaire au fait que quand vous dormez, les veines sont écrasées sur le brancard ou dans le lit en post-opératoire. Ça fait un caillot sanguin, et ce caillot sanguin, après, il peut migrer dans la circulation et se bloquer au niveau des poumons, ce qui fait l'embolie pulmonaire.
Donc on vous demande de mettre des chaussettes de contention ou des bas de contention post-opératoire pour éviter tous ces soucis-là. C'est clair jusqu'à maintenant? On va y arriver. Je suis très mauvais aussi là-dedans. Nuit et jour. Oui. Le risque, alors non, ils me disent non derrière. Le risque, c'est comment? C'est 15 jours le risque de phlébite. Mais là, ça râle derrière, ils vont prendre le micro, vous allez voir, ça va pas traîner. Et je finis parce qu'après, j'autorise à ce qu'on me contredise. Allez, putain, vas-y. Les bas de contention, docteur, vous connaissez peut-être le docteur Dufour, qui est également chirurgien en chirurgie digestive et viscérale et chirurgie de l'obésité. Donc pour moi, les bas de contention, c'est juste la journée. La nuit, on dort, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut les mettre à côté du lit pour pouvoir les mettre normalement avant de se lever. Allongés avant de se lever. Voilà. Et après, habituellement, je dis à mes patients, jusqu'à ce qu'ils aient repris une déambulation normale, c'est-à-dire que vous avez repris une activité physique de base comme avant la chirurgie. C'est ça, c'est à peu près entre 15 jours et 1 mois selon les patients. Ça te vanne, Sophie? Oui, moi j'allais faire un mois jour et nuit et un mois jour. Ah, bien, il aime souffrir. Hein. Et bah, alors, après, c'est côté sensuel ou moins sensuel. Bon, alors on continue, on maintient le cap. On sait que les agrafes ne sautent pas, vous allez rentrer chez vous. A priori, vous n'allez pas forcément avoir très faim, hein, très soif, et pourtant, il va falloir manger et il va falloir boire. Pendant le parcours préopératoire, vous avez vu à plusieurs reprises votre diététicienne, Laetitia, qui est là notamment, pour comprendre comment vous réalimentez pendant cette première phase qu'on appelle la phase de cicatrisation, qui est la phase de post-opératoire immédiat. Alors, on va prendre le temps quand même de rester un peu sur ce point-là. Je crois, docteur, que pendant cette phase-là, il faut vraiment pas... il ne faut pas déconner. C'est un peu cru ce que je dis, mais vous avez un protocole. Vous ne cherchez pas, vous prenez votre protocole et vous appliquez votre protocole. On explique pourquoi? Alors, on ne va pas plomber l'ambiance. Surtout quand on parle de la bouffe post-op chez les obèses, ça prend tout de suite une dimension importante. D'abord, on vous a réduit le volume de l'estomac restant. Que ce soit un bypass ou une sleeve, vous restez sur un petit volume avec des coutures. Il ne faut pas croire que le lendemain d'une opération, on peut manger une alimentation normale avec des gros morceaux mâchés. On passe forcément au mixé, mouliné, voire quasiment que du liquide. Et puis avec le temps, ça va s'adapter. Avec le temps, 4 à 6 semaines, voire 6 bonnes semaines. Ça, à la limite, vous allez le découvrir avec le temps. Mais il y a une notion qui est en train d'apparaître. On va revenir au début de l'émission avec le 1,8% de fistule. Il faut bien comprendre que la fistule, c'est pas le chirurgien qui a trop fait la bamboula la veille et qui repart avec un trou dans l'estomac. Hein, c'est-à-dire qu'on est quand même des gens adultes, le matériel a fait des progrès, c'est des agrafeuses mécaniques, repartir en laissant un trou, c'est pas imaginable, on est des êtres humains. Donc le trou, il apparaît secondaire à quelque chose. D'accord ? La première hypothèse, c'était que le trou, il apparaissait, parce que comme on enlevait une partie de l'estomac qui reste est moins bien vascularisé, et qu'il y a un bout d'estomac qui meurt, qui fait un trou du fait du défaut d'apport sanguin. Elle est belle, la théorie, hein. Mais elle est, comme toute théorie trop belle, elle est même des fois trop belle. Mais il y a un fond, donc vous arrêtez de fumer. Après, il y avait une deuxième théorie qu'on entendait tout le temps, c'est que la fistule est toujours au même endroit, et qu'en post-opératoire, il y a des gens qui mangent, alors ça c'est toujours, je fais culpabiliser mon malade, hein, qui mangeraient trop, qui remplirait trop la plastie et que le maximum de pression sur le tube serait toujours appliqué au même endroit par un effet mécanique. Longtemps, j'y ai pas été sensible. Et puis, il y a un moment, il faut écouter les gens. Il y a quand même des chirurgiens qui ont des gros volumes d'intervention annuelles qui disent quand même que depuis qu'ils ont expliqué à leurs malades de ne pas se, entre guillemets,
j'aime pas le terme remplir en post, d'arrêter de manger avant la notion de satiété, d'y aller vraiment doucement sur la façon de s'alimenter en post-opératoire, aurait dans leur service, les chiffres ne sont pas publiés, diminué le taux de fistule de 50%. On passe de 1,8 à 0,8, 0,9. Vous voyez, c'est pas rien. C'est pas rien. Et donc, une fois qu'on est arrivé à la théorie qu'il ne faut pas trop manger en post-opératoire, ne pas trop se remplir, on a le droit d'avoir une réflexion sur les outils à utiliser pour y arriver. D'accord ? C'est-à-dire que, parce que c'est là où les diètes, elles prennent toute leur importance. C'est-à-dire que, pourquoi vous voyez la diète en préopératoire, c'est pas pour maigrir avant d'être opéré. C'est aussi pour corriger les désordres alimentaires pré-op, je suis d'accord, mais quelque part je m'en fous un peu aussi. Et ce qu'on essaie d'expliquer aux diètes, et ce qu'on essaie de vous expliquer à vous, et ce qu'on n'arrive pas à bien faire, là je vais en attaquer une ou deux dans la salle de diète, c'est que le principe c'est de vous préparer à l'opération et que vous sachiez comment bouffer à J1, J2. C'est pas le jour où vous avez été opéré qu'il faut se poser la question de comment je vais manger. Et ça, cette anticipation de qu'est-ce que je vais manger, comment je vais manger en post-op, en ayant bien préparé en pré-op, ça a l'air facile à vous balancer comme ça, droit dans les yeux, hein, mais c'est toute une complexité. Donc là, vous avez plusieurs armes devant vous. D'abord, trouvez-vous une diète bien, et des diètes bien, il y en a plein, d'accord ? Et nous, 90% des consultations diète chez nous, elles sont faites par les diètes de ville. Et elles font partie de l'équipe, hein, je veux dire, on se connaît par cœur, elles sont là aujourd'hui, voilà. Après, vous avez la diète qui va vous apprendre à manger, puis après vous avez d'autres outils. Je sais pas, je ne suis pas payé, mais vous avez des laboratoires comme Goût de Santé qui peuvent vous livrer à domicile des aliments préparés qui vont de J1 à J plus 4 semaines, J plus 6 semaines. Les volumes sont préparés, l'équilibre alimentaire y est, l'apport vitaminique y est. Je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire à tout prix, mais ça fait partie des arsenaux thérapeutiques que vous pouvez avoir. Vous n'avez pas à vous en priver, vous avez le droit de réfléchir, d'aller sur les sites et de regarder. Mais la façon dont vous allez remplir votre plastique en post-op est extrêmement importante sur l'évolution post-op, c'est-à-dire sur les complications, sur les carences vitaminiques, sur tout ça. Et là, il y a tout un travail en amont à préparer. Cécile, elle est où Cécile? J'aime bien les emmerder un coup. Donc voilà, pour prouver que ce que je raconte, Cécile, elle est diététicienne en ville, elle n'est pas à l'hôpital. Qu'est-ce qu'elle en pense? Bonjour Cécile. Ah bah tout à fait d'accord. Bonjour à tous. Bah oui, tout à fait d'accord, hein. Je ne vais pas te contredire. Est-ce que tu pourrais parler, parce qu'il y a une notion qui est un peu compliquée quand on est patient et qu'on doit comprendre comment répartir ses légumes, ses féculents, ses protéines. Ouais. Est-ce que tu pourrais parler de l'importance des protéines quand on a été opéré et quand on est dans cette phase de post-opératoire et notamment de post-opératoire immédiat? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est vrai que forcément, bon, déjà, il y a une activité, donc il y a une fonte musculaire qui se fait. Donc on insiste vraiment beaucoup avec le patient sur l'apport de protéines pour justement limiter la fonte musculaire. Je pense que c'est important également d'avoir parlé tout à l'heure de quantité, de notion de volume. J'ai encore eu le cas ce matin d'une patiente, je dirais pas où, qui a été opérée dans une clinique privée à Paris, qui n'a pas de supplémentation vitaminique, zéro. Donc on ne lui a pas parlé de la B12 ni rien du tout, et qui n'a aucune notion de volume. Donc en fait, elle sort et elle ne sait pas combien elle doit manger. Donc c'est vrai que moi, je leur dis, alors c'est un peu schématique, 120, 150 grammes, mais ça permet d'avoir quand même des notions et de se dire, bon ben voilà, je sais qu'il faut quand même que je ne mange pas l'équivalent de soit 2 cuillères de pot de yaourt, où je n'ai pas assez, et inversement, de me dire, je me remplis et j'augmente le risque de fistule. Okay. Et les protéines, alors normalement, on dit schématiquement un tiers, un tiers, un tiers. Voilà, donc 40, 40, 40. C'est pour donner une notion aux patients. C'est comme tout, il y a des jours ça passe bien, il y a des jours ça passe moins bien, mais c'est important d'avoir un certain quota. Super. C'est clair pour vous? Alors, juste une toute petite chose et après je vous donne la parole. Laetitia, on lit souvent et je suis catastrophée, vraiment catastrophée. Je ne me prépare pas mes repas, ça peut arriver, ok? Il existe des solutions aujourd'hui, c'est pour ça notamment qu'on est là. Mais comme je ne me prépare pas mes repas, ben je vais chercher des petits pots de bébé. Non, non, non. On est d'accord? Pourquoi? Parce que les petits pots pour bébé, justement, sont adaptés pour des enfants. Donc, il n'y a pas les mêmes apports dont a besoin un adulte.
Donc vous n'allez pas avoir les mêmes vitamines dedans, vous n'allez pas retrouver la même quantité de sel, pas le même taux de fer. Donc vraiment, il faut que vous prépariez. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez toujours aller dans un supermarché, acheter des surgelés. Vous avez des galettes purées de pommes de terre. C'est facile. Il y a toujours des purées de légumes, des purées de féculents avec des pommes de terre directement. Vous pouvez toujours mixer rapidement une petite viande, un petit poisson qui est facile à mixer ou mettre un œuf. Et ça vous permet d'avoir rapidement quelque chose de prêt. Et vous pouvez préparer, vu que c'est des petits volumes, vous n'êtes pas obligé de tous les jours préparer une petite quantité. En une seule fois, vous préparez pour plusieurs repas et vous les mettez directement à congeler. Comme ça, vous pouvez les réutiliser un soir où vous avez moins le temps de préparer un repas. Et c'est beaucoup plus facile. Alors, il y avait une question. Oui, vous aviez une question. Oui, moi je voulais dire qu'en même temps de perdre du poids, j'ai l'impression que je perds des neurones parce que, en fait, je sais tout ce que vous me dites là aujourd'hui. Nous, on a travaillé ensemble, donc, enfin, travaillé, non, j'étais patiente. Donc, c'est vrai qu'on connaît tout, mais j'ai attendu un peu trop longtemps avant d'aller voir des diététiciens. Ce qui fait que je suis arrivée à un moment donné où il y avait un clash parce que je m'étais fait tout un tas d'illusions. Je me suis dit, je vais acheter que des trucs vachement bien, je vais acheter de la sole, je vais m'acheter des langoustines, des trucs comme ça va être bien. Et mixer, c'est juste dégueulasse, quoi. Et en fin de compte, le mixer, j'en pouvais plus, quoi. Et je ne savais plus quoi faire, malgré que je sais bien tout ce que vous dites aujourd'hui. Je connais bien aussi combien il faut faire, 30 grammes, 40 grammes et tout, voilà. Sauf que j'ai l'impression que plus ça allait, plus je perdais des neurones, et moins je savais ce qu'il fallait manger, et donc j'en étais réduit pratiquement à 3 trucs, quoi. C'est les seuls trucs qui pouvaient rentrer. Alors, je pense que c'est là que c'est très important quand même. Merci. De ne pas attendre. Oui, alors voilà. Déjà, il ne faut pas attendre. Et merci pour votre honnêteté. Je crois que vous représentez, Anne-Sophie, tu me diras si j'ai raison, à peu près globalement 80% des patients aujourd'hui. Vous avez un parcours préopératoire qui est formidable. C'est vrai que c'est extrêmement difficile de se projeter et c'est extrêmement difficile de vivre par anticipation ce qu'on va vivre une fois qu'on aura été opéré. C'est aussi pour ça que différentes solutions ont été mises en place aujourd'hui, voilà, et que vous pouvez faire appel à différents types de solutions. Maintenant, on n'a pas faim, on mange quand même, et on comprend ce qu'est le système des repas fractionnés, parce que le volume de l'estomac est beaucoup plus petit. Donc à partir du moment où vous avez été opéré, on mange fractionné, on apprend ce que c'est qu'une collation, on essaye d'oublier évidemment ce que c'est que le grignotage, et on fait la différence entre les petits repas et le grignotage. Et surtout, on se fait confiance. Voilà. On va aller au-delà parce que des fois, il y a des choses qui ne sont pas faciles à exprimer et qui ne sont pas faciles à dire, mais il faut trouver l'angle d'attaque. Là, ce que vous venez de me raconter, c'est globalement, je ne suis pas complètement conne, je sais ce qu'il faut faire, mais je ne m'en suis pas sorti. Et je sais cuisiner. C'est à peu près ça. Moi, ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure, et je n'arrive pas à vous le dire, c'est qu'il y a des gens, faut le dire les choses par leur nom, il faut rester simple dans la vie. Les gens comme Goût de Santé qui vous font de la bouffe, c'est leur métier, ils vous le calibrent, ils vous calibrent des vitamines, ils vous les livrent, il n'y a rien à faire à part les avaler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est leur boulot. Et puis après, moi je suis médecin, et là-dessus j'ai besoin de savoir si ça marche. Vous comprenez? Et je continue, je finis, laissez juste la finir. Là, ce qu'on a décidé nous ici, c'est de faire une étude là, pendant 3 mois. On va faire 2 bras. Un bras comme d'hab, et puis un bras, on va leur offrir. Ne nous emmerdez pas en consulte. Hein. Je ne sais pas quand est-ce que ça commence. Et faites gaffe parce que si ça revient, ça va chauffer. Qui auront tiré au sort. Voilà. Et puis on regardera de façon totalement arbitraire, hein, à 4 semaines, ce que ça change entre les deux groupes. Et puis après, on pourra dire, bah voilà, on a étudié tant de malades versus tant de malades et puis on n'a rien. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça a l'air en ce moment d'être tellement... Les évidences, il faut s'en méfier. Tellement évident qu'il faut faire un truc comme ça. Bon, on va faire le papier. On va commencer d'ici 15 jours, hein, c'est ça? Voilà. On va commencer depuis dans 15 jours. Le malade, il n'a rien à payer, donc on est tranquille. Et puis on saura. Et puis si c'est une évidence, ben pourquoi s'en priver, quoi? Parce qu'il faut imaginer ce que c'est d'être opéré, d'être endormi, d'être bougé, d'être angoissé pendant des semaines avant. Des fois, on a aussi besoin qu'on s'occupe de vous en post-op, et il n'y a pas de gêne à ça.
Il y avait une question là. Non, là-bas. Là, il y a une question du monsieur. Oui, excusez-moi, monsieur. Oui, je vous en prie. J'entends les arguments, toutes les choses à faire au niveau de la quantité des aliments, etc. Moi, je suis père de 2 ados qui bouffent comme 4. Les placards sont pleins de choses qui ne sont pas très très bonnes pour moi, qui ne sont pas nécessairement mauvaises pour eux, enfin j'en sais rien. Le problème c'est que voilà, quand on est à table à 4 et que vous avez du monde autour de vous qui mange plus que normalement, c'est compliqué de respecter des dosages. J'ai vu une nutritionniste qui m'avait dit, voilà, vous essayez de peser vos aliments, vous essayez de ne pas prendre trop en quantité, etc. Mais c'est très 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 difficile de suivre ces... On va vous faire une réponse à 2. Moi je vais vous faire la première réponse et puis après le docteur Cariclé finira derrière moi. C'est facile de se cacher derrière ses gosses. Non mais on y va, on est là pour parler. Dire je divorce pas, oui, le gosse, machin, les gosses, il va grandir, le gosse il va se casser. Par contre vous êtes responsable de son éducation. La réponse. Et ce qui est génial quand on opère quelqu'un, et le prenez pas mal, hein, je joue, hein, on est là pour aussi s'amuser. Quand on éduque quelqu'un, ou qu'on éduque... Là, il y a un truc aussi qu'on aimerait bien étudier ici, c'est j'arrive seul ou en couple. Les résultats ne sont pas les mêmes. Hein. Et vos placards pleins de merde, en fait, c'est ça. Faut en parler avec des mots simples. Acheter chez des assassins, Carrefour, Auchan, faut en parler très simple. Les gâteaux des gamins. On a toujours l'impression que on leur fait plaisir, on a acheté le gâteau au chocolat, fourré à la confiture de je sais pas quoi, aux produits chimiques, et en fait le gamin il est jeune, il va bien, donc on n'a pas l'impression de l'empoisonner, on a l'impression d'être un bon père ou une bonne mère et de faire plaisir à son gosse. Mais en fait quand on réfléchit, là il faut se dire les choses gentiment, c'est-à-dire qu'en fait on vit dans une société de consommation où on achète du poison à la chaîne. Vous voyez, quand vous offrez des œufs de vos poules à une copine, elle ne sait même plus à quoi ça ressemble, un œuf normal. Bon, je vous provoque. Mais vos gamins, moi ce que j'attends en tant que médecin, c'est que vous vous faites opérer et que le gamin il maigrisse aussi. Parce que c'est un futur obèse qui s'ignore. C'est-à-dire que, après je vais rentrer dans du dramatique, c'est-à-dire qu'en fait moi ce que j'attends quand on éduque les parents sur une prise en charge, elle devrait être familiale la prise en charge en fait. Parce que le repas, normalement on mange en famille, assis, sur un moment de rencontre, d'échange, de partage. C'est très très... Enfin les psys vous en parlez mieux que moi, je suis le manuel de la bande. Mais sachez que vos placards, finalement, ils sont remplis de poison. Et que, vous pouvez aussi leur faire des crudités à vos gosses. Non, mais j'essaie de vous prendre conscience du truc que, effectivement, c'est pas facile. Mais ce qui n'est pas facile, c'est pas de changer votre alimentation, c'est de changer l'alimentation de la famille. On va donner le passage au psy qui va me finir. Non, l'intro était belle. Alors évidemment, il n'y a pas que ça, mais là, en même temps, vous pointez du doigt quelque chose d'important et qu'on entend tout le temps dans les consultations, c'est... J'ai faim. Oui, mais moi, vous comprenez, quand je fais attention, quand je suis en pré-op, je fais mon équilibrage alimentaire avec ma diététicienne, et pourtant j'ai faim. Vous avez faim, vous avez envie de manger. C'est pas la même chose. Et normalement, si vous êtes opéré, alors vous êtes opéré, là on a vu, on a réduit, etc. Au niveau volume, ça restreint. Mais la tentation que vous dites là, que vous avez, c'est cette envie de manger. On n'est plus dans le j'ai faim, le corps, lui, il a eu ce qu'il lui fallait. Et c'est ça qu'il faut pointer, qu'il faut analyser chacun avant cette opération. Qu'est-ce qu'est la part de mon j'ai faim et qu'est-ce qu'est la part de mon j'ai envie de manger? Parce qu'une fois que vous allez être opéré, le j'ai faim, il n'y aura pas, ou il y aura moins. Et le j'ai envie de manger, il sera toujours là, lui. Parce qu'on opère là, on n'opère pas ici. Et c'est là, les principales complications psychiatriques, je dis bien psychiatriques, ça peut être psychiatrique ou psychologique, après l'intervention, c'est ça. C'est à ce moment-là. Parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait, on a fait tout son bilan, on a fait la fibro, le truc, le machin, l'opération s'est bien passée. Puis après, on n'est pas bien. Mince. Alors, est-ce que je suis fatiguée après l'opération ou quoi? Et puis ça dure. Non, on n'est juste pas bien parce que le truc qui nous faisait du bien avant, on l'a plus. Et mince, on a encore faim. Non, on n'a pas faim, on a envie de manger parce qu'on fonctionnait comme ça. Et si on n'a pas commencé à prendre en charge ce problème-là avant, ben évidemment, il reste après. Et c'est très compliqué. C'est pour ça que le suivi, quel qu'il soit diététique ou psychologique après, il est important, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas réussi à l'identifier avant, par contre qui le prennent en pleine tête après. Hein. Après l'intervention, ça, si on n'a pas voulu le voir, ça pardonne plus. Donc là, il y a le suivi psychologique que vous pouvez faire avec le suivi de l'équipe pluridisciplinaire, mais aller voir un psychologue, c'est très bien aussi. Alors j'ai fait toute cette intervention. Déjà, je suis arrivée à être obèse. Déjà, poser cette question et amener ça chez le psychologue, c'est déjà très bien.
Après, voilà, j'ai commencé à m'aimer, j'ai commencé à prendre soin de moi, j'ai fait le nécessaire, je me suis repris en main. Et puis là, ça suffit pas, j'ai besoin d'être aidée sur quoi est-ce que je ressens maintenant, pourquoi je suis mal à ce point-là. Et ça arrive très souvent. Très souvent parce qu'on l'a banalisé avant. Mais c'est pas irrémédiable, hein. On peut s'en occuper. C'est vrai qu'il faut mieux y penser avant, c'est plus facile après. Mais ça, c'est vraiment quelque chose. Est-ce que vous pointez en disant je suis à la table de mes ados, ils mangent 4, etc. Vous, normalement, il n'y a plus. Ça devrait aller. Une fois votre portion, vos quantités, vous connaissez ça par cœur, vous avez bossé ça avant l'intervention, une fois arrivé à la table, là, non, normalement, c'est bon. Et ça, c'est là encore. C'est là, mais ça ne va pas s'en aller tout de suite, mais il va falloir travailler dessus. Alors, on va pouvoir compléter un petit peu ce que tu dis. D'un point de vue, du point de vue du docteur, médecin nutritionniste, en fait. Merci. Bonjour à tous. Je voulais juste rebondir sur les 2 dernières interventions. Ce qui est mauvais pour vous est mauvais pour vos ados. Ce qui est bon pour vous est bon pour vos ados. Ça, c'est certain. Deuxièmement, hormis le post-op, les quelques semaines de post-op immédiat dont on a parlé depuis un petit moment, l'idée, après, c'est surtout pas de se désolidariser de la famille, et vous devez manger en même temps que tout le monde, et il ne doit pas y avoir de stigmatisation de la personne opérée, comme il ne devrait pas y avoir de stigmatisation d'obèse avant d'être opérée. Mais bon, il faut vraiment avoir cette idée-là en tête. Vous devez manger même en préopératoire, avec votre famille, réduire les quantités en ce qui vous concerne, mais vous devez manger la même chose. On n'arrête pas de dire il n'y a pas d'aliments interdits. Voilà. Le tout, c'est la composition des repas, des graisses et la manière de manger en mastiquant, sans écran, enfin bon, tout ce genre de choses. Et ce qui est bon pour vous aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup, enfin, je suis arrivée un peu en retard, peut-être vous en avez parlé, juste, c'est l'activité physique. L'activité physique, elle est bonne pour vous en préopératoire, en post-opératoire, à vie. Elle est bonne pour vous et elle est bonne pour vos ados. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. L'un ne marche pas sans l'autre, hein. Évidemment, changement d'habitude alimentaire et puis changement d'habitude peut-être au quotidien avec une réelle lutte contre la sédentarité, et on se remet à se bouger. Et qui dit activité physique ne veut pas dire forcément faire du sport à fond tout de suite, hein. Mieux vaut grimper tranquillement et être régulier plutôt que de tout de suite s'y mettre et puis s'arrêter 15 jours parce qu'on n'en peut plus, puis recommencer. Voilà, la régularité et la rigueur. Je tire juste une petite chose encore sur ce sujet-là, parce que tu insistais sur l'éducation familiale. Quelque chose que moi j'entends systématiquement dans les consultations, la plupart du temps les consultations pré-opératoires, c'est à nous de toute façon, l'obésité dans la famille, c'est génétique. On est tous gros. Alors, il y a une espèce de gène qui fait que dans cette famille-là, paf, on est tous gros. Non. Là, ce que vous racontez là, c'est très bien. C'est-à-dire qu'en fait, moi je dis, c'est pas génétique, mais c'est héréditaire. C'est-à-dire héréditaire, ça veut dire que c'est ce qui a été appris par les parents. C'est-à-dire dans des familles, on apprend à manger beaucoup, on apprend à donner beaucoup d'amour en donnant beaucoup d'alimentation, en donnant souvent. On apprend, parfois, il y a culturellement, il y a des grandes tablées qui durent très longtemps, c'est comme ça. Et toute la famille est comme ça. Pas parce qu'il y a un gène qui fait qu'on est obèse, mais parce qu'on a appris à manger comme ça. Et donc cette reprise des règles hygiéno-diététiques, que ce soit bouger, que ce soit manger correctement, que ce soit... En effet, ça s'apprend. Merci. Anne-Sophie, tu voulais dire quelque chose ? Oui, je voulais juste revenir sur ce qui a été dit, savoir pourquoi on mange. Est-ce qu'on mange par plaisir, par habitude, par ennui, ou pour compenser un stress qui a été cumulé au bout de la journée ou sur des mois ? Il faut savoir une chose, c'est qu'après chirurgie de l'obésité, un couple sur 2 se sépare. Là, je vais volontairement dans le cash. Hein. Et une addiction peut chasser une autre addiction. C'est-à-dire que, ce que tu disais tout à l'heure très justement, finalement, le fait de manger, de se remplir, qui peut nous apaiser parce qu'on ne va pas bien, et bien quand on ne peut plus mécaniquement remplir un estomac, ça peut être une addiction au jeu, ça peut être une addiction au travail, à la cigarette, à l'alcool. Attention, alcool et chirurgie de l'obésité. Sur un bypass, un verre est multiplié par 4. Direct dans le sang. Ça peut être aussi, on a de plus en plus d'addictions au sexe. Donc, je veux juste que vous soyez au courant de ça. C'est que là, le suivi, l'équipe pluridisciplinaire,
elle est hyper importante pour que vous ne perdiez pas pied. Et qu'effectivement, le fait, mais moi je suis partante pour refaire une réunion avec le couple, les couples, parce que nous on le voit bien, l'un veut effectivement évoluer, perdre du poids parce qu'il ne se sent pas bien à tout niveau, et que l'autre ne veut pas qu'il perde du poids. Pourquoi il ne veut pas? Est-ce que c'est une crainte? Est-ce que c'est finalement quelque part, je posais des mots, hein, perdre une emprise qu'il peut avoir inconsciemment ou consciemment psychologiquement sur l'autre? Ou parce que finalement il s'autorise à faire des choses que si c'était une personne de stature normale ne ferait pas. Donc voilà, ça il faut le savoir. 1 sur 2 clash. L'importance du suivi psy, vous l'avez bien compris. Je vais poser une question qui revient aussi très très régulièrement. On va en poser encore 2, je suis désolée, mais on va s'arrêter là. Par contre, je vous promets qu'on en fera une. Enfin, si le docteur et l'équipe acceptent. Il y a une personne là, qui nous regarde, qui a une question sur les bêta-bloquants. On ne va pas répondre maintenant. Je vous promets aussi que le docteur Cortès répondra demain, ou le docteur Dufour, ou le docteur Magri. Voilà, vous aurez votre réponse. Grande question. Est-ce que je vais perdre mes cheveux? Est-ce que je vais perdre mes cheveux? Docteur, les carences, est-ce qu'on perd ses cheveux? Non mais venez là, venez là, venez là, venez là. Parce que cette question-là, on l'aime beaucoup quand même. Alors, je dirais déjà, ça dépend si vous êtes chauve ou pas avant, premièrement, mais globalement, c'est souvent qu'effectivement, il y a une période qu'on peut situer entre le 3e et le 9e mois, pour être un peu large, post-opératoire, où il y a une période où vous allez avoir tendance à perdre vos cheveux. Effectivement, c'est lié à des processus et des carences vitaminiques. Donc on essaie on supplémente, mais malgré parfois la supplémentation bien conduite, régulière, que vous n'oubliez pas, ça ne suffit pas. Alors donc à ce moment-là, on passe à une autre supplémentation, notamment de la vitamine B6 essentiellement, voilà, qui vous aide à diminuer globalement et à ralentir en tous les cas la perte de cheveux. Mais alors on parle tout le temps des cheveux, mais après il y a d'autres stigmates au niveau des ongles, au niveau de la peau également. Voilà, bon, ce sont des signes de carence vitaminique. Les infections, moi, on en parle très peu. N'oubliez pas que c'est des mois, en général, quand on perd du poids, on perd du muscle. Même c'est pas en général, on perd beaucoup de muscle, on y pense peu. Et c'est le muscle qui fait le lit de la dénutrition protéique. Et cette dénutrition en protéines fait le lit des infections. Donc vous allez avoir tendance, quand l'hiver va arriver, tout ce qui va passer, vous allez le choper. D'où l'importance D'où des protéines. on en vient encore aux protéines et au suivi surtout. Voilà. Voilà, on va. Alors, si vous avez des questions, c'est maintenant. Il y a une personne dont on n'a pas parlé du tout, vraiment, et que je voudrais saluer, qui est là tout au bout de la table, derrière Anne-Sophie. C'est le docteur Bagère. C'est un sujet qui vous touche énormément, et ça aussi, ça fait partie des grandes questions que vous posez. Voilà, j'ai suivi mon parcours, je suis un excellent élève, j'applique mes protocoles, je sais me faire plaisir extra de temps en temps. J'ai repris une activité physique, ma peau a un peu morflé et j'envisage où je me pose la question de savoir si je peux faire une chirurgie réparatrice ou pas. Alors, docteur Bagère, je vais vous laisser la parole et puis on va terminer toute cette série de questions par vous. Venez à côté de moi, sinon on ne va pas vous voir. Venez. et voilà, comment ça se passe, comment on fait, à quel moment on vient vous voir, est-ce qu'on vient vous voir au bout de 6 mois, comment ça se passe? Bonjour à tous et merci pour... On a un petit peu parlé de moi tout à l'heure, on a dit que je vendais je ne sais plus quoi, des drogues, que je vous coûtais cher. Bon. Alors, donc, déjà je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec 2 de mes collègues qui vont lever la main là-bas, Thierry et Yacine, Dr Bron et Dr Guénam, puisqu'on est organisé en service. Alors, nous on fait de la chirurgie plastique, donc esthétique et réparatrice, mais dans notre cas on va considérer que c'est de la chirurgie donc réparatrice, pour faire en sorte qu'après cette intervention, vous vous sentiez bien. Alors bon, c'est facultatif, hein, évidemment, mais pour faire en sorte que vous sentiez bien dans votre nouvelle peau. Parce que la peau, alors c'est comme après l'accouchement, vous avez certainement vu dans votre entourage, il y a des filles, elles peuvent avoir 3 enfants, 4 enfants, après elles reprennent un ventre tout plat, c'est pas juste.
Et puis d'autres, après un seul enfant, il y a la peau qui pend, elle ne se retend pas. Bon, alors, on ne sait pas, et heureusement pour nous, mais malheureusement, la médecine ne sait pas faire en sorte que la peau se retende toute seule. Et donc, alors tiens, moi aussi je vais parler cash. Donc, si on veut refaire votre garde-robe, enfin, votre vêtement adapté à ce qu'il y a en dessous, donc à votre corps, ben, on est obligé de couper, de suturer, etc. Et donc ça se fait au prix de cicatrices. Alors, nos interventions, ce ne sont pas des interventions risquées. Alors, enfin, je ne dis pas ça dans un but commercial, mais mettons, qu'est-ce qu'on va... À chaque fois qu'on endort quelqu'un, qu'on fait une intervention un petit peu sérieuse, nous, les risques qui nous inquiètent beaucoup, c'est les hémorragies et à l'inverse, les caillots, donc les thromboses, les phlébites, les embolies pulmonaires, etc. Et sauf que nous, vous venez de passer par une période qui a pu être sensible de ce point de vue-là, autant pour les hémorragies que pour les embolies. Et généralement, si vous êtes avec un risque plus élevé que d'autres d'avoir ces pathologies-là, et ben, ça a été dépisté justement dans l'équipe de chirurgie bariatrique. Donc nous, on a un petit peu le beau rôle parce qu'on sait que vous n'êtes pas spécialement candidat à faire des complications. Donc à partir de là, il y a des complications un petit peu aléatoires, enfin, ce qu'on ne maîtrise pas, ce qui n'est pas encore bien compris, la façon dont vos tissus vont cicatriser. Donc est-ce que ça va se passer... parce que nous, avec nos fils, enfin, on a coupé 2 morceaux de peau et on remet ensemble les berges. Nos fils, ils ont juste pour rôle de tenir vos berges ensemble, l'une en face de l'autre. Mais après, ce qui se passe pour que ça se soude, bah, c'est pas nous, en fait. Enfin, c'est un mécanisme qui n'est pas très bien connu. Alors, comme on disait tout à l'heure, si le sang passe pas, enfin, si le sang vient pas dans les tout petits vaisseaux, là, avec les cigarettes, bah, généralement, ça risque de mal fusionner ou de pas fusionner du tout et de faire des trous. Et là nous, c'est notre complication majeure, en fait. C'est qu'on est parti pour avoir finalement un vêtement qui est plus joli ou plus confortable que le vêtement actuel, et surtout avec quelque chose qui n'est pas facile à vivre non plus. Bon, donc, on fait des interventions qui ne sont pas spécialement risquées, parce qu'en dehors de ces problèmes de cicatrices, il ne se passe pas grand-chose. Une infection, une hémorragie, ça peut arriver aussi, mais comme on disait, c'est des choses qu'on sait gérer, qu'on sait traiter. Par contre, au final, qu'est-ce qu'on vous laisse comme... Qu'est-ce que vous y laissez, vous, dans cette histoire pour avoir une peau plus adaptée? Alors, bah, de façon obligatoire, vous y laissez une cicatrice. Alors, la cicatrice, donc, alors voilà, moi j'en ai une très moche là au poignet. Bon, bah, vous la voyez pas, mais si vous la regardez de près, vous la voyez. Et elle est très moche, encore, elle est un peu large. Après, pour les questions, vous pouvez venir la voir de près. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, vous, la cicatrice qu'on va faire, vous saurez toujours où elle est, etc. Elle ne sera pas forcément très présente dans votre vie de couple, dans votre vie relationnelle, mais on parle de cicatrices très longues, puisque quand on va refaire le ventre, on est sur 30 à 50 cm, voire 60, voire 90 si on fait tout le tour. Les bras, c'est 30-35 cm chaque bras. Les seins, on est sur 35-40 cm. Donc en longueur de cicatrice, c'est la machine à coudre, hein, quasiment. Et donc, alors, soit on va avoir des petits traits blancs tout fins, mais il ne faut pas... Pardon ? La prise en charge sécu. Ah oui, on va en parler, bien sûr. Mais oui, parce que dans les choses que vous avez laissées, c'est aussi des sous. On va en parler derrière. Mais donc ces cicatrices, elles sont soit un petit trait blanc tout fin, mais il ne faut pas compter dessus, soit un trait rouge et plus ou moins large. Et ça peut être le cas. Hein. Donc il faut se dire, on va réadapter la taille de votre peau. À quoi ça va vous servir finalement après? C'est surtout pouvoir s'habiller bien, enfin s'habiller avec des choses près du corps, ne pas avoir à remettre son morceau de peau dans le vêtement, aller à la piscine plus facilement, le regard des enfants, etc. C'est plus simple. Et puis comme je disais aussi, enfin, dès qu'on est à 3 ou 5 mètres, les cicatrices, on ne les voit plus bien. Bon. Mais qu'est-ce que ça vous a coûté? Donc ces cicatrices, j'en ai parlé plusieurs fois. Du temps aussi, parce que nos interventions, elles ont beau ne pas être compliquées. C'est pas forcément des grosses décisions au niveau de votre santé d'aller sur notre intervention, de votre santé physique. Par contre, ça vous a immobilisé parce qu'on a fait 50 cm, 80 cm de cicatrices. Ben, vous n'allez pas bosser dès le lendemain. Donc à chaque temps opératoire, eh ben, on y laisse une semaine, 5 jours, 15 jours, 3 semaines. Donc dans votre vie professionnelle aussi, c'est des trucs à caler, c'est pas évident. Et dernière chose,
il y a une sorte d'hypocrisie par rapport à la prise en charge de ces interventions, parce que la sécurité sociale vous accorde une prise en charge. Donc nous, quand vous venez nous voir en consultation, on fait le point avec vous, on regarde un petit peu. Et il y a tout un tas d'interventions pour lesquelles on peut demander une entente préalable. C'est le tablier abdominal, le bras qui pend, les cuisses qui pendent. Ça, généralement, on arrive à les passer en entente préalable. Mais ceci dit, en entente préalable, la Sécu va donner un budget qui représente souvent entre 10 et 20% du montant qui est observé dans les honoraires qui sont pratiqués. C'est-à-dire que c'est un peu comme on disait avant pour les prothèses dentaires, je crois, et le vrai prix des prothèses ou les lunettes. Donc c'est-à-dire c'est des choses où on dit que c'est pris en charge, mais en réalité, c'est quand même vous ou votre, enfin, plus ou moins la mutuelle, mais au niveau de la Sécu, c'est pas vraiment la Sécu qui finance notre intervention. Alors quand on peut être opéré dans un hôpital public, ici par exemple vous faites les ventres, non? On en fait quelques-uns. Très bien. Comment? Vous ne faites pas tout ça. Bah non, n'importe, on ne les fait pas tous parce que c'est pas notre spécialité de départ. Après, il y en a qu'on fait pour de multiples raisons, mais je veux pas qu'on dise partout qu'on les fait tous. C'est-à-dire qu'un chirurgien viscéral, il opère le ventre, un orthopédiste, il est censé savoir opérer un os, et le plasticien, il fait la chirurgie plastique. Et le mélange des genres ne me plaît rarement. Par contre, il y a certaines circonstances où oui, on les fait, mais elles sont minoritaires. Ça correspond à une histoire bien précise. D'accord? Ok. Et donc, à l'hôpital public, en tout cas, si on a fait une prise en charge qui est valable, quand nous on vous voit, vous faites une prise en charge, elle est valable sur vous, pas sur notre binôme, ni sur nous, le chirurgien. C'est sur vous. Une fois que vous l'avez, si vous êtes opéré à l'hôpital public, à ce moment-là, vous n'avez rien à payer du tout. Et donc ça, c'est top. Par contre, quand on est dans le système privé, il faut savoir que ça chiffre souvent en milliers d'euros. En fait, si on fait tout le programme du début à la fin, je pense sein, ventre, bras, cuisses, j'en oublie peut-être. Enfin, si on fait un programme complet, ça va devoir se séparer sur 2 temps, voire 3 temps opératoires. Parce que c'est quand même des opérations qui sont longues, même si on coud vite ou même à plusieurs. On est quand même sur 2 heures, 3 heures, 4 heures d'intervention. Au-delà de 3-4 heures d'intervention, il y a tout un tas de risques particuliers qui se mettent à survenir. Et donc, pour se faire plaisir, on ne se met pas dans des zones rouges en termes de risque. Donc, on sépare souvent les interventions en 2 temps. Et au final, ça coûte cher. Moi, je peux te poser une question. Nous l'équipe, les docteurs, on a une question à te poser. On a été au dernier congrès de chirurgie de l'obésité la semaine dernière. Puis on a écouté les gens, comme d'habitude. Puis on a vu un monsieur arriver, un docteur, qui nous a expliqué que s'il mettait des gaines à ces malades, toi, genre le maillot de bain hyper serré de la cheville au cou, et puis tu peux resserrer tous les jours comme ça, et ben ça retendait la peau. Et puis il nous a montré des photos. Alors il avait un conflit d'intérêt. Des photos. Ah non, mais moi j'ai été bluffé, c'est-à-dire que des photos avant-après, je vous la fais très simple. Il y a le tout qui pend et le tout qui va bien. Et donc nous on était complètement bluffés, les médecins qui ont assisté à la présentation, et on a eu un certain malaise. Donc là, moi, ce que les copines elles ont dit, putain, on en parle à Benjamin quand on rentre. Qu'est-ce qu'il en pense? Il faut essayer, c'est comme tu disais tout à l'heure pour l'alimentation. Non, mais c'est juste que si on prend un raisonnement scientifique, c'est pas prouvé que ça fonctionne. Parce qu'il y a des gens, comme je disais après l'accouchement, il y a des gens, c'est pas juste, mais on leur fait un truc et la peau, comme si c'était rien passé. Donc dans les cas... Là, t'as tout le qui pend, donc il part où ce qui pend. Ah oui, d'accord. Oui, bah alors, c'est ça, parce que c'est pas le fait de mettre une gaine qui va vous... La question c'est, est-ce que tu les gaines, qu'est-ce qui se passe? il peut... nous-mêmes, quand on fait des liposuctions, par exemple, en dehors de ces amaigrissements, on fait une liposuction, en fin de liposuction, la peau devient flasque, on fait mettre des gaines à nos patientes. Et on dit que ça améliore la tonicité de la peau et ça la rétracte plus facilement. Mais on parle de petites variations, finalement. C'est pas une liposuction, on n'enlève jamais 10, 20, 30, 40 litres. Mais pour des petites liposuctions, on fait mettre une gaine, on fait mettre un vêtement compressif. Entre autres dans cette optique-là. Aucune idée, il faudrait peut-être essayer. Parce que si on peut éviter que la peau pende comme ça, c'est génial. Hein.
Dans les opérés, qui c'est qui a porté un maillot de bain remboursé par la sécurité sociale? Nous, on les appelle comme ça. Les gaines? Ouais. Ouais, bah moi. Toi? Et alors, ça marche ou ça marche pas? Alors, je voudrais apporter plusieurs précisions. Dans les... Il me reste 2 minutes, Ouais. je suis très désagréable. Je vais très rapidement. Ce qui est remboursé par la sécurité sociale, c'est par la HAS, ce qu'on avait écrit sur les recommandations de bonne pratique. Les seins, il faut retirer 300 grammes par sein. C'est-à-dire que n'attendez pas d'avoir des seins évidés avec plus de glandes mammaires, vous ne serez pas remboursé. Concernant le pendulum abdominal, il faut qu'il couvre le pubis. S'il ne couvre pas le pubis, vous ne serez pas remboursé. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect technique. Concernant les gaines, elles sont remboursées dès l'instant où effectivement il y a eu un acte chirurgical. Pas d'acte chirurgical, pas de remboursement. Mais ça fait quoi d'emporter? En post-opératoire réparatrice, moi j'étais en bas et en haut, j'avais la sensation qu'effectivement mes sutures étaient maintenues. Et la gaine, c'était pareil, 1 mois jour et nuit, 1 mois jour. Je l'ai gardé 4 mois. Parce que je me sentais bien avec. Je me sentais bien avec et j'avais surtout pas envie d'avoir une complication. On va devoir conclure. Ah oui, le est au malade. Combien de temps après, en fait, on envisage la chirurgie réparatrice, après l'opération? Alors ici, on a une règle. Hein. D'abord, ouais, j'aime bien le coder, c'est nous qui décidons. En fait, c'est simple. Il faut avoir un poids stable. Parce que si vous faites bricoler tous les 6 mois parce que vous avez varié votre poids, c'est idiot. Si vous continuez à maigrir encore après, c'est dommage. Et si vous reprenez du poids, faut éviter le yo-yo pondéral. Donc ici, on estime qu'à partir de 18-24 mois, on peut commencer à en discuter. Oui, il faut un poids stable. C'est ça la réponse. Il n'y a pas de chiffre en moins. Et je vais rendre la parole à Carole avant qu'on se fasse... Un grand merci, Carole. Non, vous allez conclure. Moi, d'abord, je vais laisser quand même l'équipe conclure. Je vous remercie beaucoup de vous être prêtés au jeu. J'espère. Il y a plein de questions qu'on n'a pas posées. Vous qui nous regardez derrière votre téléphone et votre ordi, je vous promets que vous aurez des réponses à toutes vos questions avant la fin de la semaine. N'est-ce pas, docteur? N'est-ce pas? Hein? Voilà. Donc, vous aurez des réponses à toutes vos questions. On va s'en reprogrammer une. Il y a encore toute une série de questions qu'on n'a pas pu poser. Merci d'avoir joué le jeu. Un grand merci à l'équipe du Grand Hôpital d'avoir joué le jeu aussi. Docteur Cortès, vous avez été très très aimé. Hein. Il y a eu beaucoup de commentaires très très positifs sur vos positions et votre côté cash. Un grand merci à vous et je pense à bientôt parce qu'on a encore beaucoup de sujets à faire. Alors, moi, je voulais plusieurs choses. Je voulais remercier les malades de s'être déplacés. Parce que d'abord, c'est vous qui avez fait le déplacement, donc merci beaucoup. J'ai pris un plaisir fou. Je voudrais remercier aussi tous les copains et les gens qui sont venus nous aider à faire ça. Hein. Merci Anne-Sophie. Merci Benjamin, j'ai pas encore mémorisé les prénoms de tes 2 collègues. Merci Cécile. Stéphane, tu prendras la parole après. Merci Stéphane d'être venu. Et puis merci toujours à l'équipe de me supporter au quotidien. Un truc, ça se voit ça non, sur ta caméra? Parce qu'il faut aussi aider ceux qui nous aident. Hein. Good Santé a fait un truc génial qui va dans la ligne droite de ce qu'on a fait aujourd'hui. Parce qu'en fait, il n'y a pas que les docteurs qui s'occupent des malades. Et ils ont inventé un truc qui est génial. Ils se sont même fait arnaquer au dernier congrès de chirurgie parce qu'ils auraient dû avoir un prix de la meilleure innovation de l'année. Donc, j'ai pas le droit de leur remettre, mais nous, on a le droit en tant qu'équipe de penser qu'ils auraient dû l'avoir. Ils ont inventé le top 100 des questions les plus posées concernant la chirurgie de l'obésité. Hein, ils ont pris un certain nombre d'experts. Et il y a 19 médecins qui ont répondu à 100 questions, comme on a joué aujourd'hui sur la chirurgie de l'obésité. Le truc est génial. Hein, vous pouvez le mettre dans votre sac à main, dans vos toilettes, où vous voulez. Vous pouvez le lire quand vous voulez. Il est téléchargeable sur le site de Good Santé. On ne vous le donne pas de la main à la main. Moi, je vous conseille, si vous voulez agrémenter l'après-midi d'aujourd'hui, de lire le top 100 quand vous pouvez. Et un grand merci à tout le monde. Merci Noël.